Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de Tennis 13. Cette semaine à Sportneuf Laval, Michel et moi, on reçoit la visite de Robbie Ménard pour venir nous parler de l'Académie de tennis au Tennis 13 à Laval et également nous parler de l'implémentation de nouvelles technologies lors de l'entraînement. Bonjour, Robbie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être ici avec nous. Et je dis l'implication des nouvelles technologies, mais vous avez mis au point un service en ligne qui se nomme STC Coaching avec l'Académie de Tennis 13. J'aimerais qu'on parle un petit peu, qu'est-ce que c'est ça, là, davantage? Bien, fondamentalement, avec l'amélioration de la technologie qui est les iPads, on a remarqué je vais reculer il y a plusieurs années, on utilisait une caméra vidéo, on filmait nos athlètes, on amenait ça sur l'ordinateur, on leur montrait. On perdait beaucoup de temps. Donc, on a instauré une application qu'on a créée nous-mêmes qui s'appelle STC, Sports Tech Coaching, dans laquelle on peut se servir directement sur le court de cette application-là. Et tous nos entraîneurs, on a une dizaine d'entraîneurs qui font de la haute performance, ont l'iPad sur le court, filment les athlètes et leur montrent en comparaison, soit avec un pro ou avec un autre jeune de leur âge et leur niveau, les bonnes techniques. Donc, on se sert de ça avant tout sur le plan technique, mais on a aussi d'autres sortes d'applications qu'on se sert sur le plan tactique et même mental, qui est probablement intéressant pour Michel. Michel aime ça. Pour avoir des données sur l'aspect mental. Donc, on a amené une dimension, on pourrait dire, technologique à nos entraînements de tennis. Et à ce moment-là, cet outil-là, il est utilisé dans un support, dans une perspective de voir à soutenir la progression technique et tactique chez l'athlète. Effectivement. Une des choses qui est importante, c'est que c'est un support, c'est un outil. On sert encore des balles, on frappe, il y a le coup d'œil du coach qui est toujours présent. Mais quand on remarque qu'un athlète aime, dans la réalité de nos jours, là, se voir, se comparer, mais on peut aussi le comparer à lui-même. Et ça, une des choses qu'on a remarqué, c'est à l'époque, on se disait, mois de septembre, on commence la saison, tu es capable de faire ton service de telle façon. Ah, rendu au mois d'octobre, novembre, on te montre toi-même, voir ton progrès, et on utilise une bonne comparaison. On dit, voici un autre jeune qui a ton âge. Toi, tu as 12 ans. Je te montre un jeune de 14 ans qui, lui, est nettement supérieur. Puis on peut faire l'état, tu sais, le step by step, petit pas par petit pas du progrès. Et ça l'aide beaucoup, les athlètes, de garder la motivation, qui n'est pas juste de gagner ou de perdre, mais bien sur le progrès. Au niveau de la progression, c'est ça. Exact. Je pense qu'il y a aussi, faut considérer les réalités dans lesquelles on se trouve actuellement au niveau des jeunes, au niveau de la présence technologique. Tu parles de l'intérêt à se voir. Je pense que c'est intéressant pour un athlète, justement, de pouvoir... C'est toujours d'évaluer ou de sentir l'engagement de l'athlète. C'est qu'à un moment donné, si tu n'as pas de suivi, tu as beau avoir, au niveau des résultats, peut-être une progression, mais encore là, pour s'engager dans le travail, d'avoir un outil comme ça, j'imagine que le buy-in ou l'engagement chez l'athlète est de beaucoup amélioré. C'est sûr qu'il y a aussi un support. L'athlète voit le progrès, mais des fois, le parent, lui, Aussi. qui a un rôle important à jouer là-dedans, lui, il dit, bien, il a perdu le match. Et nous, on peut arriver et dire, regarde le progrès, par exemple. Regarde même à l'intérieur de ce match-là le progrès. L'outil va se servir pour montrer aux parents, on envoie les données, ils voient le progrès, ils voient le progrès. Donc, il ne va pas juste juger le parent. Mon fils a gagné ou a perdu, mais il va voir le progrès. Donc, il va avoir un support, il va avoir plus de patience. Puis, ultimement, il va avoir une meilleure performance. Et le résultat final, c'est que l'athlète va mieux performer, il va gagner. Donc, c'est pas juste non plus une question de gagner, c'est aussi de progresser. Moi, je parle côté visualisation. Souvent, quand on est un athlète, on dit essaie de visualiser, essaie de penser d'une meilleure façon pour faire ton service, par exemple. Est-ce que cet outil-là peut permettre, dans la mesure où on visualise différemment sa performance, parce que là, on se voit, donc on peut avoir une image à laquelle se fier là, pour performer davantage? C'est très important. Au début, lorsque je voyais plusieurs entraîneurs, puis je discutais, ils me disaient « Ah, ben moi, je me sers beaucoup de certaines applications pour montrer les défauts. Okay. » Et là, on a une personne ou deux qui nous aide dans notre comité de travail disant... C'est une personne qui a fait une maîtrise là-dedans qui nous disait, bien, l'importance, c'est de montrer ce qu'ils font de bien. Ben oui. Donc,
à la base, au lieu d'utiliser le vieil adage, je disais, regarde, tu le fais pas correct, fais-le comme ça. Nous, on dit, mais regarde, tu le faisais moins bien, maintenant tu le fais mieux. Et voici quand les fois tu l'as parfaitement. Tu l'as pas tout le temps parfaitement, mais ça t'arrive. Et quand tu l'as parfaitement, on est capable de dire, voici comment tu dois continuer à le faire. Donc, quand je dis visualiser, c'est visualiser soi-même et voir ce qu'on fait de bien. Puis c'est ça, c'est dans le build-up ou dans la façon de progresser, c'est intéressant ce que tu apportes, c'est vraiment de regarder ce qui est bien fait. Parce que souvent, quand on analyse, que ce soit au niveau d'une performance ou au niveau d'une drill, d'un exercice, on va souvent, au niveau des entraîneurs, du coaching, on va démontrer ce qui n'a pas l'erreur ou ce qui n'a pas été bien fait, mais il n'y a pas rien qui amène l'athlète à ce moment-là à qu'est-ce que je peux garder avec moi, parce que la seule chose qu'on me dit, c'est ce que je dois changer. Exactement. Et j'ai pas nécessairement la bonne vers quoi je dois mieux le changer. Donc, c'est intéressant de pouvoir utiliser cet outil-là dans ce sens-là. Et je fais des blagues souvent. Roger Federer, le grand joueur, moi, je peux trouver plein de faiblesses sur son revers. Je peux vous le filmer, vous montrer, puis vous montrer qu'il y a plein de trous. Puis il y en a effectivement. Sauf que ça ne va pas empêcher que ça va être probablement le plus grand joueur. Et oui, sa faiblesse, c'est son revers, mais qu'est-ce qu'il fait de bien avec son revers? Donc, on peut mettre l'emphase avec l'athlète de dire, regardez, si Federer a telle faiblesse, toi, tu peux en avoir, mais voici où on veut s'en aller. Donc, la théorie des petits pas et de voir le progrès vers le haut, ça, c'est très important. Est-ce que cette application-là a été bien reçue dans le milieu du tennis ou ça a été vu négativement aussi? Non, mais ça, l'être humain est comme ça. C'est sûr qu'au début, on a lancé l'application, on a vu des entraîneurs, plus d'entraîneurs, qui disaient, bien, c'est un peu compliqué, c'est une nouvelle façon de voir. Mais maintenant, c'est comme chaque chose. On doit apprendre, c'est un outil à s'en servir. Moi, je fais tout le temps une blague, si on me donne un marteau, c'est malheureux, je ne sais pas si je dois dévisser quelque chose ou cogner un clou. Bon, il faut maximiser l'outil. Donc, l'entraîneur doit être capable de le faire. Les parents, j'ai souvent utilisé ça en disant, voici où est-ce qu'il est rendu, donc ça serait le fun qu'il ait pratiqué de lui-même. Et là, les parents, il y a des parents qui s'en servent beaucoup. J'ai des parents même des États-Unis, de Vancouver, de Calgary, qui me disent, tu sais, quand je me sers de ton application, j'ai enlevé un élément de conflit avec mon fils et ma fille. Parce que c'est plus moi. L'application me sert comme un outil de dire, voici ce que tu faisais, voici ce qu'il est suggéré de faire. Donc, ils se servent de ça, et même pour, à quelque part, un peu d'adoucir le rôle du parent, ça lui enlève. Ça devient une espèce de médiateur, cette application-là, entre les deux. Puis on sort le jugement ou la critique de par le fait, de par les images. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est justement dans un outil comme ça, c'est de s'en servir comme un outil et comme un support. Je pense qu'en quelque sorte, dans la relation d'un coach envers, tu sais, coach-athlète, la relation humaine, le rapport, le renforcement positif va rester nécessaire va rester nécessaire et important. On fait des tests, il y a des journées, je vois mon athlète ne file pas, c'est pas une bonne journée. Ça arrive des fois que ça ne s'en sert pas. On va utiliser plutôt on va rire, on va rigoler, puis ça va être le temps aujourd'hui d'être différent que de se servir de ça pour montrer ce qui ne fonctionne pas. Et quand ça va bien, on s'en sert. Donc, c'est un jugement de l'entraîneur, un jugement du parent, même un jugement de l'athlète. Et en terminant, si jamais on aimerait avoir un peu plus de détails, parce que je crois que cette application, vous l'avez développée vous-même. Oui. Si jamais des gens sont intéressés à développer la même chose, est-ce qu'on peut se référer à vous, servir de mentor un peu? Oui, au Tennis 13, non seulement on se sert de ça, mais les gens peuvent aller sur le sportstechcoaching.com et aller sur le tennis13.com ou nous rejoindre simplement au Tennis 13. Ça va nous faire plaisir d'aider les parents ou les entraîneurs qui veulent perfectionner leurs habiletés de coaching. Bien, merci beaucoup, Robbie. Merci. Alors, le mot de la fin, je pense, les technologies, c'est pas si négatif que ça. Là. Non. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Allô, Stéphane Duchamp pour les nouvelles du sport lavalloise. Alors, on commence avec la plongeuse Jennifer Abel qui a gagné 3 médailles à Dubaï. Et la plongeuse lavalloise a livré une bataille épique aux Chinoises qui ont raflé 4 médailles d'argent et 1 de bronze. D'ailleurs, Jennifer Abel a été prolifique avec ses 2 écus d'argent et 1 de bronze. Elle a gravi la 2e marche du podium en compagnie de sa partenaire Pamela Ward au tremplin synchronisé de 3 mètres. Et Jennifer a aussi mérité l'argent au tremplin synchronisé mixte de 3 mètres avec son partenaire François Imbaud-du-Lac. Et la plongeuse affirme qu'elle a été très constante et très heureuse d'avoir accompli ses victoires si tôt dans la saison. Alors bravo à toi, Jennifer, pour tes médailles.
Cette semaine, la chronique nutrition, Marie-France Lalancette, nutritionniste, nous parle des sucres. Il paraît que notre consommation de sucre a augmenté de 3 fois, c'est-à-dire qu'on consommerait 3 fois plus de sucre qu'à l'habitude. Marie-France, tu vas nous expliquer ça aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, c'est vrai qu'on voit ça souvent dans les médias. Il y a eu comme une explosion de la consommation de sucre. Puis effectivement, si on regarde les ventes, juste les ventes, on va voir 3 fois plus de ventes. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui prennent du sucre sur la planète qu'avant, dont les pays en voie de développement. Alors, quand on rapporte ça par tête d'habitant, en fait, il y a une augmentation de 20 de la consommation de sucre depuis les 1960, depuis les débuts et tout ça. Et c'est assez stable depuis les 40 dernières années. Donc, probablement qu'on en mange déjà le plus qu'on peut. Il y en met dans probablement tellement de choses qu'on ne peut pas en manger plus qu'on en mange. Donc, c'est stable. Mais c'est pas triplé, là, cette valeur-là spectaculaire. Est donc, un on petit oublie peu, cette espèce de croyance ouais, comme de ça. quoi que ça a augmenté. Ça a triplé. Et en fait, le sucre, ben, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. C'est une forme de carburant important pour notre cerveau. On en a besoin. Hein? On n'a pas, mais c'est sûr que si on regarde les recommandations, comme l'Organisation mondiale de la santé, ils vont nous dire réduisez votre consommation de sucre pour être capable d'augmenter les aliments riches en fibres, effectivement. C'est que le sucre se trouve dans différents aliments et sous différentes formes aussi. Oui. Là. Il n'y a pas tous les sucres qui sont très, très bons. Effectivement. Il y a des sucres partout, on en met partout. Et les cabanes à sucre s'en viennent et tout ça. Donc, on en parle un petit peu plus, on y pense un petit peu plus. Alors, voilà. Tu nous parles du sirop d'érable au début, c'est ça. Est-ce que du sirop d'érable, c'est différent des autres sucres, finalement? Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que c'est différent? On dit que c'est meilleur, des fois, le sirop d'érable. Ouais. Est-ce que c'est bien, c'est ça. C'est assez nouveau qu'on commence à étudier le sirop d'érable. On n'est pas très certain, effectivement, si les propriétés se retrouvent vraiment comme sur un capital de santé meilleur. Mais on sait que dans le sirop d'érable, il y a certains éléments nutritifs qu'on ne peut pas retrouver dans le sucre de table, étant un produit vraiment raffiné. L'eau d'érable aurait des antioxydants sous forme de flavonoïdes, de catéchines et des choses comme ça. Et on est en train de voir est-ce que ça peut finalement être un bénéfice sur la santé. Ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, même qu'on sache si c'est antioxydant ou pas, on en prend parce que c'est bon. Hein? Puis, et ça goûte bon, c'est ça. Bon. Oui, on c'est ce que je veux dire, c'est parce qu'on en prend parce que ça goûte bon. Et parce qu'on est Canadien aussi, c'est notre fierté canadienne. Oui, puis ça a aussi une teneur en eau, donc au niveau concentration, c'est un peu moins concentré que de carrément aller mettre de la poudre là, dans ces recettes. Et il y a effectivement le miel aussi. Le miel, bien ça aussi, c'est pas transformé par l'humain, hein, c'est fait par des abeilles. Alors, c'est quelque chose de moins transformé et qui conserve certaines propriétés. Propriétés au niveau du miel, on dit des fois antibactérien, des choses comme ça. C'est pas vraiment comme s'il y avait de l'antibactérien dans le miel. Hein. On parle d'une substance qui est tellement visqueuse que les bactéries ne peuvent pas vivre dedans. Alors, c'est un petit peu pour ça qu'on dit que le miel serait antibactérien. Et aussi parce qu'on pense que ça aura un effet prébiotique et non pas probiotique. Prébiotique veut dire que c'est un sucre qui se fermente bien, donc qui pourrait nourrir certaines bactéries bénéfiques dans notre intestin. Un probiotique serait qu'il y a des bactéries dedans et ça nous donne des bonnes bactéries, mais un prébiotique, c'est important, en fait. Et vu que c'est un aliment qui est comme qui vient de la nature, on imagine que ça peut être meilleur, mais il faut faire attention avec toutes ces choses-là. C'est que si on aime beaucoup le sirop d'érable et beaucoup le miel et qu'on en met beaucoup trop parce qu'on aime beaucoup ça, ça fait trop de sucre dans notre corps aussi comme que ça peut l'être au niveau du sucre blanc si on en abuse. Alors, c'est un peu ça. Et on avait ici, vite en terminant, les comment on appelle ça? Les édulcorants. Des édulcorants. Édulcorants. Ça, c'est un mot quand même assez complexe. Donc, est-ce qu'on doit éviter? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Là? En fait, les édulcorants, il y en a des nouveaux. Il y en a un qui est le stevia, que j'aimerais discuter parce que c'est tout nouveau qu'on a, en fait, commencé à approuver ici au Canada certains usages du stevia. Donc, il se retrouve dans certaines boissons comme des additifs alimentaires. C'est pas encore un sucre qu'on peut retrouver comme un sucre ingrédient comme tel dans une épicerie, mais dans plusieurs pays, oui, le stevia est utilisé de façon très commune. Et c'est un sucre qui a 100 à 300 fois le pouvoir sucrant du sucre. Donc, on a beaucoup moins de calories quand on ajoute un stevia à d'autres choses. Mais c'est puissant. Alors, il va falloir que tu reviennes nous en parler parce qu'on n'a plus le temps, malheureusement. Mais juste avant de terminer, c'est des produits diète, c'est pas nécessairement ce qui est le meilleur pour la santé non plus. Là. On est mieux d'y aller avec des choses qui sont pas diète parce que de toute façon, c'est tout ce que ça fait pas vraiment maigrir. Marie-France, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Au baseball féminin, une Lavalloise pourrait faire partie de l'équipe nationale féminin de baseball. En fait, c'est une Lavalloise, Marie-France Castillo, qui est partie des 33 joueurs invités au camp de sélection de l'équipe nationale qui se défendront leurs couleurs du pays aux Jeux de Panaméricains qui se tiendront à Toronto du 20 au 26 juillet. Les 32 baseballeuses qui sont attendues au camp ont démontré leur habileté et à évoluer dans une compétition de haut niveau. Et l'entraîneur de l'équipe s'attend à une forte compétition à chacun des 18 postes qui sont disponibles pour l'équipe. Et la saison dernière, Marie-France Castillo avait été sélectionnée au sein de l'équipe de Québec senior féminine et a pris part au tournoi Diamond Classic en 2014. Alors bravo et bonne chance, Marie-France. Notre athlète invitée de la semaine se nomme Leila Fernandez. Elle est âgée de 12 ans. Elle pratique le tennis depuis l'âge de 5 ans et la plus grande réalisation de sa carrière, ça a été de participer au Orange Bowl, le championnat mondial junior des moins de 12 ans. Ça nous fait énormément plaisir de la recevoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Leila. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien, vous? Ben oui, ça va bien. Très bien. Écoute, avant de débuter l'entrevue, j'aimerais que tu nous dises à quel niveau est-ce que tu compétitionnes au tennis, toi? Moi, je trouve que je compétitionne compétitivement avec des joueurs très élevés et qui sont très compétitifs et difficiles à battre. Est-ce que tu travailles, au niveau du tennis, ça fonctionne bien au niveau des catégories d'âge? Oui, Donc là, toi, tu as 12 ans, oui. puis tu rivalises avec des joueuses de quel âge? De moins de 14 ans. Moins de 14 ans. Donc, la plupart de tes compétitrices vont être plus vieilles que toi. Oui. OK. On voulait savoir, dans notre thématique de la semaine, reliée aux nouvelles technologies, la nouvelle application qui a été mise en place par Robbie. Robbie qui est ton entraîneur, je crois. Oui. Comment est-ce que ça t'aide, toi, cette nouvelle technologie, cette nouvelle application dans tes pratiques de tennis, quand tu pratiques ton sport? Bien, je trouve que ça m'aide beaucoup techniquement pour m'améliorer mon coup droit, mon service. Et ça me fait penser à quoi que je dois m'améliorer sur mon coup droit, mon revers. Mais est-ce que ça t'aide aussi? Parce que là, on parle d'amélioration, on veut tout le temps s'améliorer, on veut progresser. Mais est-ce que ça te permet aussi d'être fier de toi? Parce que tu dois voir sur la vidéo des fois que tu dis « Wow, je suis bonne, hein? Je fais des choses bien, comme il faut. » Oui, bien sûr que je suis contente de moi, qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que Robbie est en train de montrer et comment je suis en train de progresser. Penses-tu que ça peut t'aider justement à peut-être penser différemment à ta réussite ou à ton talent? Souvent, quand on est un athlète, on va se dire bon ou bonne par les victoires ou par les réussites ou les médailles ou les championnats qu'on va gagner. Mais avec un outil comme ça, où on voit vraiment plus le travail dans une étape de dire, bien, en début de saison, j'étais à un point, je suis capable de voir où je suis rendu en mi-saison, en fin de saison. Tu penses que ça a un avantage par rapport à comment tu peux, en quelque part, te trouver bonne ou voir la qualité de ton travail puis ton talent? Oui, il y a des parties que je suis en train de perdre, puis je vois comment je suis en train de progresser à cause qu'au moins c'est proche et que je suis en train de jouer mon jeu à moi, que Robbie m'a montré à jouer. Puis tu as demandé aussi de travailler. Oui. Comment tu trouves Toi, tu es au Tennis 13 depuis combien de temps? Je viens juste de commencer l'année passée, puis ça m'a beaucoup aidé à date. Donc, tu avais vu d'autres façons de coacher ou d'autres façons de... Est-ce que tu avais vu d'autres outils qui, peut-être, qui étaient... On parlait tantôt avec Robbie de la fameuse caméra vidéo. Je pense qu'à ton âge, c'est peut-être pas quelque chose que tu as connu, mais est-ce que tu avais déjà travaillé avec d'autres outils semblables ou similaires dans tes expériences passées? Non, pas du tout. C'est juste lancer la balle, puis tu es en train de regarder, voir c'est quoi les erreurs qu'ils voient. C'est pas les erreurs que moi je vois à propos du caméra. Avec l'outil, l'outil. avec le vidéo, c'est quand même plus simple, j'imagine, que simplement d'avoir une interaction ou un commentaire d'un entraîneur. Oui. Pendant ton entraînement, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? C'est surtout le mental. Le mental? Ouais.
Pourquoi? C'est difficile à entraîner puis de revenir après un mauvais temps, après une mauvaise erreur. Une mauvaise performance, un mauvais match, par exemple. Je pense qu'il y a aussi l'aspect par rapport à la difficulté au niveau de l'aspect mental des choses. C'est que quand tu travailles une technique, quand tu travailles un coup droit, tu es capable de bien le diviser, le compartimenter, de voir avant la balle, à la balle, après la balle. Donc, c'est peut-être plus simple. Tandis qu'au niveau des aspects, des habiletés mentales, c'est plus difficile parce que la situation de match, on l'a seulement en match. On ne peut pas nécessairement la répéter ou la mettre se pratiquer dans un match parce que c'est pas la même nervosité. Fait que c'est peut-être aussi un des aspects qui fait que c'est plus difficile, penses-tu? Oui, c'est ça, c'est bien difficile parce que c'est dur de revenir d'un mauvais parti ou même que tu as une mauvaise journée puis tu peux pas. C'est difficile d'oublier de ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses où est-ce que tu t'es plus amélioré dans la dernière année? Je trouve que je me suis plus amélioré mon coup droit. C'est plus agressif puis je gagne plus de matchs avec ce coup spécifique. Okay. Est-ce que l'utilisation de la vidéo en tant que tel, des petits films t'ont aidé à t'améliorer ou tu n'as pas travaillé ça avec la vidéo? Non. La vidéo m'a vraiment aidée. Ça m'a montré qu'est-ce que je devais voir et faire tout le temps De t'améliorer? Oui. Oui. Est-ce que c'est le fun de se voir en vidéo? Est-ce que tu aimes ça quand tu te regardes ou tu trouves ça un peu bizarre? Comment est-ce que tu réagis? Première fois qu'il m'a montré moi-même jouer, de jouer, c'était un peu bizarre. C'est bizarre, hein? Puis ensuite? Ensuite, c'était le fun, c'était amusant de me voir, de progresser la première fois que j'ai joué. En terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser le plus? Là? Bien, moi, comme les autres enfants, j'aimerais être une championne du monde, de gagner des grands slams comme Roger et Nadal. Bien, on va te le souhaiter. On souhaite que tous tes rêves se réalisent. Je suis sûre que ça va se réaliser, surtout avec Robbie, un bon entraîneur, avec des nouvelles technologies. Donc, tous les chances sont de ton côté. Merci d'avoir été là, Leila. Merci beaucoup. Ça fait Merci. plaisir. Bonne chance. Bonne chance. La Fondation de l'athlète d'excellence du Québec a remis jeudi dernier, pour une 23e année consécutive, une bourse à plusieurs athlètes. En fait, un garçon et 3 jeunes femmes se sont partagés 14 000 et une bourse de soutien à la réussite académique et sportive qui encourage la conciliation de sport et des études. Alors, les récipiendaires sont Catherine Héroux, Tiffany Lagarre, Nicaise Mouamba et Maude Sigouin. Donc, une bourse de 2 000 à Catherine Héroux, qui est âgée de 21 ans, qui pratique le handball. Tiffany Lagarre, 15 ans, qui s'est vu remettre une bourse de 4 000 et Nicaise Mouamba, joueur de tennis, qui a reçu, lui, une bourse de 4 000 également. Et la joueuse de softball, Maude Sigouin, aussi une bourse de 4 000 Alors, bravo à toutes vous autres. Alors, passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP, où cette semaine, on regarde la dynamique entre les différents intervenants, le coach, le parent et l'athlète. Et dans la complexité de cette relation-là, dans la particularité de cette dynamique-là, je vais essayer de regarder chacun des éléments et vous faire une chronique pour chacun des éléments. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur l'entraîneur, sur le coach. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments, la relation entre le coach, le parent, entre le coach et l'athlète. Donc, si on regarde, souvent, on a le même objectif. L'athlète est au centre de cette préoccupation-là. On veut voir notre athlète réussir comme entraîneur, comme parent, comme athlète. Moi-même, je veux progresser, je veux performer, je veux réussir. Donc, souvent, l'objectif est le même, mais les perspectives et les préoccupations sont différentes. Donc, en se concentrant cette semaine, on va regarder plutôt le côté du coach à l'intérieur de cette pyramide ou ce triangle-là. Donc, c'est sûr que les particularités de la relation, une relation coach-athlète, je te dis, c'est une relation qui est particulière, qui est dynamique, qui va progresser ou se transformer à travers le temps. Donc, c'est sûr que c'est exceptionnel de voir un entraîneur
partir avec un jeune athlète et l'amener complètement en fin de carrière. Souvent, on va avoir comme entraîneur l'objectif ou le désir, le souhait de vraiment suivre totalement une carrière pour un athlète. Je dirais que dans les réalités du sport actuel, c'est beaucoup plus exceptionnel. Il faut essayer de se positionner comme entraîneur, savoir à quel moment dans une carrière on peut avoir le plus d'impact chez un athlète et se concentrer sur ce moment-là, sur cette progression-là ou sur ce niveau-là, que ce soit au niveau de compétition, que ce soit au niveau provincial, national, international, au niveau de la haute performance. Donc, comme entraîneur, j'ai certains rôles et responsabilités envers mon athlète. Il faut bien sûr que je m'assure de produire une progression, d'amener une progression chez mon athlète, de voir à assurer le développement technique, tactique, psychologique chez mon athlète. Je dois en quelque sorte aussi, d'une certaine façon, démontrer mon engagement envers mon athlète. Donc, c'est sûr que plus je vais être enthousiaste, plus je vais être pleinement dans le processus, engagé dans le processus, je devrais avoir un retour aussi en ce sens-là chez mon athlète. Donc, stimuler le dépassement, stimuler l'engagement chez mon athlète, je dirais que c'est probablement un rôle important, une responsabilité importante que l'entraîneur va avoir envers son athlète. Donc, comme je disais, bien sûr, assurer le développement sportif. Et à la base, je pense qu'il est important comme entraîneur d'avoir une préoccupation au niveau du développement de la confiance en soi, l'estime de soi chez l'athlète. Donc, d'encadrer, d'assurer un encadrement, un milieu positif, sportif qui va amener le jeune, l'athlète à se développer, prendre confiance en lui, en ses moyens. Comme entraîneur, j'ai aussi un rôle et responsabilités envers les parents. Donc, à la base, je dois démontrer mes compétences, mes connaissances, établir un rapport positif. Souvent, comme entraîneur, je vais peut-être avoir la préoccupation de mettre de côté ma relation avec le parent de l'athlète et de me concentrer seulement sur la relation avec mon athlète. Mais au contraire, le parent est important, il fait partie de la dynamique, c'est une des 3 parties dans la pyramide coach, athlète, parent. Et je dois aussi respecter les différences personnelles. Donc, vous êtes un entraîneur, vous voulez avoir un soutien, vous voulez avoir des outils pour faciliter l'environnement sportif de vos athlètes, vos relations avec vos parents et vos athlètes. Visitez notre site www.cmpcoaching.ca. Au soccer, maintenant, l'Organisation des Comètes de Laval sont vues confier l'organisation du championnat 2015 de la W-League. La formation lavalloise accueillera les 3 champions de conférence du 24 au 26 juillet prochain au stade Desjardins ou du centre sportif Bois de Boulogne, alors pour la demi-finale et la finale. Et ces 4 matchs mettront en vedette les vedettes de plus haut niveau du soccer féminin amateur en Amérique du Nord. Et à leur 10e année dans la W-League, les Comètes de Laval ont connu beaucoup de succès en prenant part à la série éliminatoire les 6 reprises depuis leur début. Et la formation dirigée par Cindy Walsh sera à surveiller cette saison. C'est ce qui me fait à cette émission de Sport 9 Laval pour la semaine. On va remercier toute l'équipe en studio. Merci à toi, Michel. Merci à toi, Sarah. Ça m'a fait plaisir. Et en terminant, on veut savoir ce que vous pensez de l'utilisation des nouvelles technologies lors des séances d'entraînement. Toi, Michel, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense que c'est intéressant de s'en servir dans notre coaching, que ce soit comme un outil. Je pense que c'est important. Je pense qu'il y a eu peut-être un engouement démesuré par rapport à tout ce qui peut être statistique, puis tout ce qui peut être gardé comme données, comme information. C'est ça. Mais je pense qu'en quelque sorte, la relation entre le coach et l'athlète, la relation humaine, l'interaction est importante dans la progression. Puis si on s'en sert comme outil, moi, j'ai pas de difficulté à l'intégrer dans nos entraînements. Toi, Sarah, comment tu perçois la situation? Bien, tu vois, de mon côté aussi, je crois que c'est sûr, la relation humaine restera toujours. On ne va pas remplacer ça par une machine ou par une nouvelle technologie. Moi, je crois que c'est bien d'intégrer ça à l'entraînement. Et habituellement, les nouvelles technologies, que ce soit un média, peu importe, un ordinateur, une machine, habituellement, quand c'est introduit dans la société, c'est que c'est supposé répondre à une certaine demande, à un certain besoin. Donc, on ne crée pas
ces technologies pour rien. Donc, je me dis, si cette application dont Robbie Ménard nous parlait a été créée, c'est parce qu'il y avait un besoin et que ça peut nous aider à performer davantage. Donc, c'est ce que j'en pense. Vous pouvez venir répondre à notre question sur notre compte Twitter @Sport9Laval. Et d'ici là, eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.